Merci, merci d'être venus encore si nombreux. Juste parce qu'il le faut, parce que tout le monde ne prend pas de vacances et parce que même si on est en vacances, on est quand même mobilisé, n'est-ce pas? Ouais. Bon, eh bien, ce soir, vous l'avez compris, nous sommes sur le pont, nous sommes extrêmement mobilisés parce que il se passe quelque chose au sommet de l'État, dans la maison commune de la République, c'est-à-dire la représentation nationale, l'Assemblée nationale. Il y a une discussion en ce moment d'une loi d'habilitation pour des ordonnances dont maintenant vous ne pouvez pas ne pas connaître le contenu, n'est-ce pas? Car vous êtes, comme tout le monde, devenus des citoyens experts, des citoyens conscients, informés et absolument révoltés, n'est-ce pas? Ouais. Et j'allais dire, vous n'êtes pas révoltés seulement par réflexe conditionné, parce que ce n'est pas notre genre. Vous êtes révoltés parce que vous avez compris, parce que vous avez réfléchi, parce que vous avez écouté, parce que vous avez lu, parce que vous vous êtes informés, parce que nous avons un cerveau, nous, citoyens, nous, presque rien, n'est-ce pas? Et parce que aussi, nous avons un certain nombre de députés, que nous ayons ou pas voté pour eux, mais qui ont à cœur de nous représenter. Qu'est-ce que ça veut dire, nous représenter? Ça veut dire expliquer, y compris faire lecture des contenus, argumenter, ça veut dire partager des idées, ça veut dire systématiquement réfléchir à plusieurs et non pas importer un intérêt particulier dans la chambre basse. C'est bien plus que ça. Et c'est pourquoi nous avons, nous, à la France Insoumise, et pour ce qui est du groupe des parlementaires, nous avons à cœur de continuer cette explication. Nous avons à cœur, ici, de prendre la parole à l'extérieur de l'hémicycle pour continuer à expliquer. Et je veux le dire, ce rendez-vous du 12 juillet est aussi un rendez-vous de point de départ d'une nouvelle campagne, la campagne d'été de la France Insoumise, qui aura pour mission d'expliquer encore le contenu de ces ordonnances qui ne vont pas être votées là maintenant, mais qui vont être discutées encore au cours de l'été, qui vont être discutées si l'on peut, alors qu'aucun amendement jusqu'à présent n'a été accepté, mais ça, les camarades députés vont s'en expliquer. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a une nécessité de raconter cette histoire, de faire en sorte que nos concitoyens soient véritablement au fait de ce qui se passe, de ce qui les attend, parce que les ordonnances qui un jour auront valeur de loi seront réputées être prises en notre nom. Or, nous avons le droit de ne pas être d'accord, même si elles passeront. C'est ce que j'appelle le droit à la parole contraire. Et c'est grâce à une opposition à l'intérieur de l'Assemblée que cette parole contraire peut s'exprimer, parce qu'elle représente une partie, évidemment, du peuple et une grande partie du peuple, parce que personne n'a donné mandat pour se faire dépouiller de ses droits sociaux. Alors, je vous ai parlé de cette campagne d'été qui allait commencer, et nous allons la commencer tous ensemble, grâce en particulier à des tracts d'explication, des tracts qui racontent cette histoire des ordonnances, qui argumente et que nous pourrons partager, que nous pourrons transmettre de la main à la main à ces concitoyens que nous allons rencontrer pendant l'été. Nous avons ici une centaine de réunions, de rassemblements publics qui sont organisés en même temps que celui-ci. Et c'est une façon de démarrer, de déclencher une campagne d'été qui aura pour but d'expliquer le contenu de cette loi travail numéro 2. C'est pourquoi nous avons ici des tracts que vous êtes invités à récupérer sous le barnum noir qui est à la droite de la scène pour vous. Et
qui servira finalement de point de stockage et donc de récupération de ces tracts que vous pourrez utiliser pendant l'été dans les quartiers en particulier, c'est-à-dire là où se trouvent nos concitoyens qui seront les premières victimes de ces textes. Je vais également, pendant cette journée, cette soirée, vous inviter et inviter mes camarades députés du groupe de la France Insoumise, que je vais vous demander d'applaudir dès maintenant, que je vais inviter à m'accompagner ici pour prendre la parole et expliquer point par point de quoi il s'agit au sujet de ces ordonnances, histoire que finalement, merci, salut les copains, histoire que nous ayons une vue panoramique de la représentation assurée par la France Insoumise. J'ai sur ce plateau les 4 premiers arrivés. Vous allez comprendre qu'ils vont arriver par salve, comme ça, pendant toute la soirée. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent par salve? Eh bien, parce que nous ne laissons pas notre place à l'Assemblée nationale. Nous allons donc créer un roulement où il y aura une prise de parole, puis ils vont retourner à l'Assemblée, d'autres vont venir les remplacer, etc., etc., jusqu'à ce que tout le groupe y passe, sans que notre siège et notre place ne soient laissées vacantes à l'Assemblée. Car nous assurons ici, évidemment, une sorte voilà, de service public continu de la représentation nationale. Voilà. Également, donc, je vais te donner la parole. Je vais appeler ici d'abord Clémentine Autain et Adrien Quatennens qui sont, eh oui, ces nouveaux visages qui s'expriment en notre nom. Et si bellement, n'est-ce pas? Et qui nous représentent avec talent et intelligence. C'est-à-dire des gens qui parlent non pas pour ne rien dire, mais qui parlent pour expliquer, pour argumenter, pour convaincre. Voilà. Donc je vais donner la parole dans un premier temps à Clémentine Autain, qui est députée de Seine-Saint-Denis. Bonsoir à toutes et tous. D'abord vous dire l'immense plaisir pour nous de changer de paysage et de vous voir parce que nous représentons bien plus aujourd'hui que ce que nous représentons à l'Assemblée nationale. Et donc, nous avons besoin de votre force, d'entendre votre voix et de, pour cela, être ressourcés et déterminés à l'Assemblée pour combattre ce que le gouvernement d'Emmanuel Macron veut mettre en pièces aujourd'hui. Mais quelle urgence! Mais quelle urgence! Pourquoi cette méthode brutale des ordonnances? Pour tout simplement dilapider plus d'un siècle de lutte sociale et pour mettre au tapis le Code du travail. Pourquoi une telle urgence? Il s'agit de la vie quotidienne de millions de salariés qui vont voir leurs conditions de travail détériorées et nous ne comprenons pas pourquoi il y aurait eu une telle urgence. Vous savez que nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale, nous n'avions pas de bureau, pas de collaborateurs. Nous avons pris une journée, heureusement, de répit pour étudier la proposition, le projet de loi qui est un projet de loi d'habilitation. Donc vous avez tous compris, d'habilitation, c'est-à-dire pour définir le périmètre à partir duquel le gouvernement aura un blanc-seing pour tout détricoter. Eh bien, nous avons utilisé la journée, notamment, pas simplement le week-end, puis la journée qui était une journée de convocation par le roi Soleil pour aller à Versailles, pour déposer 132 amendements. Et ce travail a été fait. Je voudrais vraiment qu'on ovationne Adrien parce que non seulement avec Caroline Fiat et d'autres et tout le groupe et les collaborateurs dans une urgence incroyable, nous avons travaillé et tenu tête concrètement pour dire quelle est notre vision sur ce Code du travail, mais également nous avons réussi à leur tenir tête dans l'Assemblée puisqu'Adrien a pu déposer un projet de motion de rejet préalable et il s'est exprimé pendant une demi-heure devant une Assemblée. Et je peux vous dire que dans ce groupe,
Ils vont avoir fort à faire, ils vont entendre parler de nous et nous sommes forts parce que, encore une fois, ce que nous représentons dans le pays est plus important. Alors, ce qui est fascinant, c'est que d'une certaine manière, l'urgence qu'ils ont à légiférer n'a, à mon avis, d'équivalent que leur dogmatisme. Vous verriez comme ils nous parlent, comme ils vous parlent, comme ils parlent aux Français. On est d'une certaine manière pas du tout dans le même monde. Ils nous parlent coût du travail, compétitivité, on a tellement de mots, on n'a pas du tout le même vocabulaire parce qu'en fait, on n'est pas dans la même réalité sociale et nous leur opposons sans arrêt chômage de masse. Et quelle idée curieuse que d'imaginer qu'on va lutter contre le chômage en commençant par faciliter les licenciements. Mais c'est quand même une idée complètement surréaliste. Et que bien sûr, tout cela, il faut le faire vite pendant l'été. Et pourquoi il faut le faire vite pendant l'été par ordonnance? Parce que le président de la République a grand mépris du débat parlementaire et surtout parce qu'il a peur de la mobilisation populaire et que l'été, c'est le moyen aussi de nous empêcher de faire vivre une mobilisation sociale. Eh bien, nous serons là et nous serons là durablement pour leur tenir tête. Et ce que je voulais vous dire également, c'est que, au fond, le président de la République, il n'a pas d'autre raison sociale que son dogmatisme à tout casser pour ce code du travail. Il n'en a pas d'autre. Il n'a pas d'autre raison démocratique que de mépriser le Parlement et que de vouloir empêcher la lutte populaire. Je vous le dis, il y a du Thatcher dans Emmanuel Macron. Et nous devons lui tenir tête comme nous avons tenu tenir partout en Europe parce qu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence parce que les Français ne veulent pas de cette loi. 2/3 des Français ont dit qu'ils ne voulaient pas de loi travail. Il n'y a pas d'urgence parce que même les chefs d'entreprise, dans une enquête de l'INSEE, disent que ce n'est pas le premier problème, la rigidité prétendue du Code du travail, mais que c'est le carnet de commandes et bien d'autres sujets. Il n'y a pas d'urgence non plus parce que dans les autres pays européens, quand des lois de ce type ont été faites, eh bien les solutions n'ont pas été trouvées. Bien au contraire, les situations se sont dégradées. Et il n'y a pas d'urgence, et je terminerai là-dessus, parce que l'urgence, elle est ailleurs. L'urgence, elle est d'augmenter les salaires et les minima sociaux. L'urgence, elle est de s'occuper de trouver des solutions pour les migrants. L'urgence, elle est de réquisitionner les logements vides. L'urgence, elle est démocratique. Nous avons besoin d'une 6e République et nous allons continuer à la demander. Merci Clémentine. Eh bien, sans plus attendre, vous voyez que le plateau, c'est... Ouais, Résistance, bien sûr. C'est peuplé de notre groupe de la France Insoumise. J'appelle maintenant Alexis Corbière, le député de Seine-Saint-Denis. Merci bien sûr d'être là si nombreux pour exprimer une force collective qui permet aux députés que nous sommes de parler d'une voix plus forte que les autres à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir répondu présent. Merci de nous donner cette énergie et cette conviction que ce que nous disons à l'Assemblée nationale est juste, car il ne s'agit pas seulement de déclarations politiques pertinentes, mais que nous avons la conviction, une fois de plus, que nous sommes majoritaires dans ce que nous disons dans le pays et qu'il n'y a pas de majorité politique pour casser le code du travail tel que ce gouvernement veut le mettre en place. Tout est là. Non pas que nous contestions le fait que le président de la République ait été élu et qu'il y ait 310 députés de la République en marche dans cette Assemblée. Ils sont là. Mais nous n'avons pas oublié qu'il y a plus d'un concitoyen sur deux qui n'est pas allé voter. Il n'y a donc pas une majorité qui leur a été donnée pour briser ce code du travail qui a été construit par des décennies de lutte et de victoires politiques. Donc merci par votre présence de confirmer que nous avons raison là-dessus. Mais je voudrais souligner, parce que dans quelques... Charlotte a expliqué le système, on va faire des roulements. Je voulais, mais Clémentine Autain l'a déjà fait, mais j'insiste. La fierté que nous avons à être un groupe de la France Insoumise, et notamment la fierté que représente la qualité des paroles de mon camarade et ami Adrien Quatennens.
Pardon de souligner son âge, mais à 27 ans, la qualité de son propos a impressionné l'adversaire. Merci Adrien. Et je voudrais aussi remercier de sa présence Elsa Faucillon, députée communiste, membre du groupe GDR, qui est là avec nous. Car les députés du groupe GDR participent aussi à ce combat que nous menons. Voilà les amis, donc vous avez suivi le débat. Où en sommes-nous? À l'heure où nous parlons, nous sommes en train d'examiner l'article 3. L'article 1, dans le cadre de ce projet de loi, vous savez, d'ordonnance, permettant au président de la République, durant le mois de septembre, de rédiger un texte qui va remettre en cause le code du travail. Donc là où la discussion est parfois difficile, c'est que l'adversaire mène le combat en tenue de camouflage idéologique, avec des formules ambiguës. Mais nous avons compris l'essentiel. L'article 1 visait à remettre en cause la hiérarchie des normes. Vous le savez, ce qui permet à ce que des accords d'entreprise, même s'ils sont défavorables par rapport au droit du travail, puissent s'appliquer. L'article 2, c'était celui que nous avons abordé hier, notamment sur lequel je vais dire deux mots, c'est celui qui fusionnait les instances, le CHSCT, le comité d'entreprise. C'est ça qu'ils veulent faire. Et là, nous sommes désormais à l'article 3, que mes collègues présenteront. Vous voyez, c'est volontairement, consciemment, qu'il y a une œuvre méthodique de destruction contre laquelle nous nous opposons. Voilà les amis, vous pouvez compter sur nous. On continue le combat. Merci. Merci Alexis. Vous avez remarqué que le plateau s'est encore étoffé. Donc, je vais appeler maintenant Loïc Prudhomme, député de la Gironde. Bonsoir les camarades, ça va bien? Merci de votre accueil. Comme vient de vous le préciser Charlotte, on arrive en direct de la séance. Et Alexis en parlait juste avant, on est en train d'étudier l'article 3 de cette ordonnance. L'article 3, de quoi il s'agit? Avec le nom que je porte, c'est bien évidemment moi qui vais vous en parler. Il s'agit de la casse du tribunal des prud'hommes. Évidemment, ce gouvernement organise la casse du Code du travail avec comme objectif plus de flexibilité. Mais plus de flexibilité, pour lui, ça veut dire quoi? Il faut décrypter la novlangue, effectivement. C'est plus de facilité pour licencier, mais cela ne leur suffit pas. On veut nous faire croire, en ce moment, dans l'hémicycle, que le patron qui fait un licenciement abusif se retrouve dépourvu devant le tribunal des prud'hommes. Les dommages et intérêts relèveraient de la roulette ou du poker. On se croirait presque à Las Vegas. Alors, le projet de casse de Code du travail va plus loin. Il s'attaque aux prud'hommes. Il barémise. Il forfaitise la forfaiture. En encadrant, alors quand on entend La République en marche ni dire on veut encadrer, il faut surtout comprendre qu'ils veulent plafonner. En plafonnant les dommages et intérêts alloués aux salariés qui seraient victimes d'un licenciement abusif, cette loi organise le non-respect du droit du travail. Le gouvernement met donc à prix la tête, ici d'un syndicaliste un peu trop actif ou attentif, là d'une femme enceinte. Il dénie aux juges prud'homaux leur rôle, leurs compétences. Contre cela, nous nous battons pied à pied, séance après séance, l'après-midi, le soir, jusqu'à 1 h du matin. Et nous ne lâcherons rien. Nous vous l'avons promis, nous vous le devons. Mais au-delà de cette bataille, ce que nous proposons,
C'est le projet de l'avenir en commun. C'est ce qui est écrit. Interdire les licenciements boursiers. Parce que les dividendes des actionnaires ne cessent d'augmenter, pendant qu'en même temps, les boîtes ferment les unes après les autres, laissant les copains sur le bord du chemin. Merci à tous. On fait notre part. À vous de faire la vôtre. Bravo, merci Loïc. Alors, j'en profite pour vous expliquer que là, il y a un groupe de députés qui sont repartis siéger à l'Assemblée, parmi lesquels celui dont on n'a pas prononcé le nom, c'est Jean-Hugues Grattenon. Ils sont de la Réunion. Voilà. Et donc, ils reviennent, et voici, derrière moi, d'ailleurs j'en profite pour saluer Caroline Fiat. Caroline Fiat, députée de Meurthe-et-Moselle, qui ne prendra pas la parole cette fois-ci, mais Mathilde Panot, elle, prendra la parole. Elle est députée de Val-de-Marne, 94. Merci Charlotte. Merci à vous. D'autres l'ont dit, mais je tenais à vous le redire. Merci d'être aussi nombreux. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça nous apporte de la force et ça nous fait plaisir. Et on a une grande pensée pour tous les insoumis et les insoumises qui sont en rassemblement dans des centaines d'endroits en France. Bravo à eux, bravo à nous. Et on ne les laissera pas faire comme ça. Alors oui, on en a parlé tout à l'heure, oui. Ils nous parlent d'urgence. Mais quelle urgence? De continuer les politiques qui ont été menées depuis 15 ans et qui nous ont menés à l'échec? Oui, il y a des urgences en France et dans le monde. Notamment une des urgences, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est que nous arrivons sur la 6e extinction de masse animale, plus qu'il n'y en a jamais eu. Il a plu pour la première fois en Antarctique il y a peu. Ça, c'est des urgences écologiques et le gouvernement ne s'en occupe pas. Il y a une urgence démocratique. Nous l'avons dit tout à l'heure. Seul un Français sur 2 a été voté aux législatives. Ils ne se sentent plus représentés. Ça, c'est une urgence démocratique. Et le gouvernement ne s'en occupe pas. Oui, il y a une urgence sociale. 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. 6 millions de chômeurs. Et là, c'est ce qu'on nous dit pour faire cette loi. On nous dit, le chômage, c'est l'urgence. Oui, c'est vrai. Le chômage, c'est l'urgence. Le chômage tue 14 000 personnes directement, plus, 2 fois plus que les accidents de la route. Le chômage, c'est des couples défaits, c'est des foyers paupérisés, c'est de l'échec scolaire, c'est... Voilà, tout ça, et effectivement, c'est une urgence. Mais par quels moyens propose-t-il d'y répondre? Il pense que nous allons réduire le chômage en licenciant moins, en plus? Certainement pas. Il pense que nous allons réduire le chômage en non, comment on dit? En radiant les gens après 2 offres d'emploi non pourvues? Certainement pas non plus. Toutes les propositions qu'ils font augmentera le chômage ou pire, cachera les chômeurs sous des gens radiés ou sous des statuts de travailleurs pauvres. C'est ça qui va se passer. Et donc nous, à leur monde qui ne connaît pas nos réalités, nous répondons que la réponse au chômage aujourd'hui, elle n'est pas là-dedans, elle est dans le partage du temps de travail. Parce que si nous partageons le travail, il y aura du travail pour toutes et tous. Et elle est là, la solution. Donc, le partage du temps de travail, nous, ce que nous proposions dans l'avenir en commun, c'est d'appliquer strictement les 35 heures et d'aller vers les 32 heures. C'est une 6e semaine de congés payés. C'est la retraite à 60 ans comme date de départ légal. Et ça crée des emplois. Selon les estimations, on estime qu'avec ces 3 mesures, on crée déjà 500 000 emplois. Plus la transition écologique, plus tout ça. Et donc, à leur monde, nous sommes responsables et nous irons partout cet été expliquer ce qui se passe et refuser la case du droit du travail qu'ils sont en train de faire. Merci beaucoup. Merci Mathilde. Alors, vous avez bien compris qu'on avait une stratégie du dedans dehors. Mais dehors, ça ne veut pas dire que, justement, on n'est rien quand on est dehors. On est même tout.
Absolument. Et nous sommes aussi des gens capables d'organisation. Et c'est pourquoi je vais appeler ici à prendre la parole avec nos députés, ceux qui se battent, ceux qui luttent dans leurs usines pour éviter, comme Mathilde le disait, de perdre cet emploi si précieux. J'appelle ici les syndicalistes, les salariés en danger de PSA, de l'automobile française. Ces hommes fiers dont vous avez sûrement vu déjà qu'ils se battaient comme des lions, n'est-ce pas? Comme des lions. Et donc vous avez bien compris que la parole des députés est tout à fait alliée de la parole des salariés. Donc je vais donner la parole ici à ces salariés en lutte, et en particulier à l'un de leurs représentants, Farid Borsali. Bonsoir à tous les camarades. Ça fait plaisir de voir autant de monde, en tout cas. Ça fait chaud au cœur de voir autant de monde aujourd'hui. Alors, je remercie la France Insoumise de donner la parole aux militants CGT du groupe PSA, notamment de l'usine de Peugeot-Poissy. Alors, dans le groupe PSA, en ce moment, il y a des attaques sans précédent contre les militants CGT, de tout le groupe PSA. Notamment, il y a des camarades de Mulhouse, des syndicalistes de Mulhouse. Voilà, ils ont été mis en examen. Pourquoi? Pour un tract diffamatoire qui a été distribué dans l'enceinte de l'usine. Alors c'est une vraie aberration, c'est un recul sans précédent sur les droits fondamentaux, sur les libertés syndicales. Alors également sur le site de Poissy, il y a 9 camarades de la CGT qui ont été accusés faussement, des fausses accusations pour séquestration. Et l'un d'entre eux, la direction PSA a demandé l'autorisation pour le licencier auprès du ministère du Travail. Donc, ça, c'est pas encore officiel, mais c'est en cours. Et pour nous, c'est inacceptable. Ça, justement, on ne peut pas accepter. Alors moi-même, j'ai été condamné pour soi-disant des faits de violence à 6 mois de prison avec sursis et 2 600 € d'amende. Alors on voit bien qu'à travers ces attaques, ce qu'ils veulent, c'est faire régner la peur, c'est faire taire toute contestation. Mais ça, jamais de la vie ils l'auront. Même en rêve, on sera toujours là pour dire non à toutes ces injustices. Alors oui les camarades, on voit bien à travers ces attaques des militants CGT ce que cherche la direction PSA à travers Tavares et l'ensemble des directions d'ailleurs. Ce qu'ils veulent faire, c'est faire régner la peur auprès des travailleurs, auprès des salariés. À travers ces attaques des militants CGT, ce qu'ils veulent faire, c'est taire toute contestation. Et bien comme je vous l'ai dit, dans le groupe de PSA, dans l'usine de Peugeot-Poissy par exemple, voilà, il y a des tentatives de suicide dans ces usines-là. Dans le groupe PSA, il y a eu 20 000 suppressions d'emplois en quelques années. Alors que, par exemple, la direction PSA a amassé plus de 2 milliards d'euros de bénéfices. Alors, on travaille les samedis gratuitement. Il y a des allongements d'horaires. Le 14 juillet, fête nationale, ils vont nous faire travailler. On voit bien que c'est un recul sans précédent. Alors justement, à travers ces attaques, il y a un comité de soutien qui a été créé à travers la personne de Gérard Filoche, l'ancien inspecteur du travail. Et moi, justement, je vous invite tous à signer la pétition sur Internet, la pétition de soutien sur Internet pour les salariés
du groupe PSA et l'ensemble des salariés justement. Donc également pour vous dire que jamais on laissera faire. Justement déjà on vous donne rendez-vous bien entendu le 12 septembre pour contre la loi de travail. Pour dire que nous, il est hors de question de se laisser prendre encore tous nos acquis. On sera là à la pointe de la contestation pour dire non à cette loi de travail. Justement, les anciens ont combattu, ont lutté pour les acquis. Il est hors de question qu'on cède 1 centimètre de terrain face à ces directions d'entreprise, face à ce gouvernement. Oui, alors, effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a la pétition. Je vous remercie de signer la pétition massivement. Jean-Luc Mélenchon est un des premiers signataires. Je le remercie. Et je vous donne rendez-vous également devant le tribunal correctionnel de Versailles le 16 novembre à 14 h pour justement qu'on soit le plus nombreux possible pour dire non à cette justice, cette justice qui traite les syndicalistes comme des voyous, alors que nous ne sommes pas des voyous, mais nous sommes des militants pour défendre la cause ouvrière. Alors, je vous remercie les camarades et je vais laisser la parole à Marie-Laure Dufresne-Castaing, notre avocate. Merci à tous les camarades. Et rendez-vous le 16 septembre. Le 12 septembre. Le 12 septembre et le 16 novembre. Moi, juste un mot pour dire que l'urgence de Muriel Pénicaud, c'est la même urgence que l'état d'urgence permanent. C'est la même chose que l'état d'urgence permanent qu'ils veulent mettre en place si on les laisse faire. Cet état d'urgence permanent qui permettra de poursuivre les syndicalistes de manière encore plus aisée que ce qu'ils font aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui chez PSA la manière dont, sans qu'ils aient commis le moindre acte, ils poursuivent et font condamner des syndicalistes uniquement parce qu'ils sont syndicalistes. L'état d'urgence, ça sera la porte ouverte à ce type de procédure. Ça sera la facilitation de ce type de procédure. Il faut se battre contre cette loi qui va mettre en place l'état d'urgence permanent. À PSA, nous avons Farid Borsali, qui a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, alors qu'il n'a commis aucun fait répréhensible. Nous voyons à quel point, lorsque les directions poursuivent, le danger est grand que les personnes soient condamnées, même quand elles sont innocentes. Donc, ne laissons pas la porte ouverte à de telles poursuites, ne laissons pas la porte ouverte à de telles condamnations. Le 16 novembre, 9 autres salariés qui sont ici aujourd'hui, 9 autres salariés sont poursuivis dans le tribunal correctionnel de Versailles pour une prétendue séquestration. Une séquestration, tenez-vous bien, une séquestration qui aurait duré 17 minutes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une séquestration de 17 minutes. Ils n'ont besoin d'aucun fait. Ils n'ont besoin de rien pour poursuivre. Mais ensuite, les tribunaux, bien souvent, punissent quand même. Donc, battons-nous, battons-nous. C'est ici aussi qu'il faut se battre. Et je vous appelle, moi, effectivement aussi, à venir en force, non seulement le 12 septembre, mais le 16 novembre devant le tribunal correctionnel de Versailles. Les camarades, jamais on mettra un genou à terre face à ces directions d'entreprise, face à ce gouvernement. Tous ensemble dans la lutte, les camarades. Tous, ouais, 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 résistance, 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 résistance. Merci à tous. Merci beaucoup, merci. On leur fait une ovation à ces lutteurs qui se battent comme des lions. Et c'est bien connu. Les PSA, les GMS, hein, les Fralib, oui.
On n'arrête pas, hein. C'est bien une raison pour que nous, dans la rue, nous ne lâchions rien. Allez, bonne lutte, merci. Vous voyez, il y a bien un lien entre ceux qui luttent dehors et ceux qui luttent dedans. Il y a les députés qui sont encore là. Et il y a, je vais l'appeler dans une petite seconde, le député Jean-Luc Mélenchon, président du groupe parlementaire de la France Insoumise. On le disait seul. Bon, finalement, il n'est pas si seul. Il a su faire émerger aussi, lui comme d'autres, une jeunesse consciente, politisée, et qui sait prendre la défense de l'intérêt général. Alors, Jean-Luc, on va t'écouter. Merci. Mes amis, ce dont vous êtes les témoins ce soir, qui est si important, bien sûr, pour nous, les parlementaires du groupe La France Insoumise, qui menons une bataille, au fond, bien plus confortable que celle que mènent nos camarades que nous avons entendus il y a un instant. Cet événement, c'est notre rencontre. C'est une pratique à laquelle, dorénavant, il faudra qu'on s'habitue. Nous sommes, le groupe La France Insoumise, fiers d'être appelés tribuns du peuple. Comme au premier jour de la Première République dans l'Antiquité, nous voulons représenter la masse immense de ceux qui produisent absolument toutes les richesses et sans lesquelles il n'y a aucune société organisée possible, le monde du travail. C'est une circonstance exceptionnelle, pas seulement parce que nous voulons créer ce type de relation entre nous, qui sommes vos tribuns, femmes et hommes, dans l'hémicycle, avec vous autres qui êtes la pointe avancée de nos mandants, ceux qui ont voté pour élire de tels députés. C'est un événement parce que, en commençant cette pratique, nous commençons un système d'alerte et de mise en mouvement populaire dont j'espère qu'il ira s'étendant. Notre devoir à cet instant, nous tous ici les gens, c'est de nous préparer à instruire et à informer autour de nous chacune et chacun de ceux qui ont à savoir que le Code du travail, c'est-à-dire les droits particuliers qui ont été acquis par le salariat au cours d'un siècle de lutte, tout cela est remis en cause. Et cela est fait de manière habile, c'est-à-dire d'un seul coup, comme si ce n'était rien qu'un détail, au début de l'été, à toute vitesse, pour que personne ne puisse se rendre compte de ce qui est en train de se pratiquer, et enveloppé dans une langue traîtresse et mensongère qui appelle lutter contre le chômage, la flexibilisation, avec des maximes abominables du genre faciliter les licenciements pour permettre l'embauche. Et combien de phrases de cette sorte? Votre rôle, mes amis, à partir de ce soir, est d'informer autour de vous, car si les syndicats ouvriers et salariés font leur travail, nous tous aussi, nous avons notre travail à faire auprès de ceux qui ne sont plus organisés dans l'entreprise, soit parce qu'ils sont à la retraite, soit parce qu'ils sont au chômage, soit parce qu'ils font des études et qui ont partie liée directe à la bataille qui est en cours.
Je veux maintenant vous en montrer l'ampleur. Écoutez bien, car souvent, ce sont des choses qui sont très techniques et on a du mal à les retenir. Nous avons dit que c'est un coup d'État social. Pourquoi un coup d'État social? Parce que l'ordre public social va être totalement renversé après-demain soir, une fois que sera intervenu le vote sur les ordonnances. Pourquoi sera-t-il inversé? Dans notre pays, comme résultat des luttes de décennies des salariés, il y a la loi qui proclame des protections. Et ensuite, il est possible que dans l'application de la loi, au niveau d'une branche, le bâtiment, la restauration, vous comprenez, que dans une branche, un accord soit conclu qui est différent de la loi. Ou bien, écoutez, ou bien que dans une entreprise, il est possible qu'un accord soit différent de la loi. Mais il y a une condition. Cette condition, c'est que l'accord dans l'entreprise ou l'accord dans la branche doit être meilleur que le contenu de la loi. C'est-à-dire, c'est ce que l'on appelle le principe de faveur. C'est ce que j'essaye de vous expliquer, il faudra le répéter aux autres. Donc vous comprenez, vous êtes protégés par la loi qui est la même pour tous et pour toutes. Quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous travaillez, petite, moyenne ou grande, la loi est la même. À partir de ce texte, seul prévaudra en toutes circonstances l'accord dans l'entreprise. Évidemment, pas pour qu'il soit meilleur que la loi, parce que sinon, ce n'était pas la peine de tout changer, puisque ça existait déjà. Donc on pouvait déjà négocier dans l'entreprise. Ils sont là à faire des gargarismes tous les jours, en disant que c'est pour être plus près du terrain, mais on y était déjà près du terrain. C'est donc pour permettre que l'accord d'entreprise soit plus mauvais que la loi. C'est uniquement pour cela qu'ils font cette règle et cette ordonnance. Ils disent alors, la loi sera résumée à quelques principes généraux. Mais nous ne le voulons pas, nous voulons qu'elle soit précise pour protéger tout le monde. Ainsi, ils ont créé le principe de défaveur. Vous le comprenez? Ce qui était la particularité de la lutte de classe en France et du résultat de l'action ouvrière, syndicale et des grandes conquêtes, d'abord du début du siècle, lorsqu'a été créé le Code du travail, puis de 1936, puis de la Libération, puis de mai 1968, puis de mai 1981, tout cela, d'entrée de plume, sera supprimé dès lors qu'il sera possible de décider dans une entreprise, dans le rapport de force que vous imaginez, ô combien défavorable aux travailleurs. Ce n'est pas une discussion libre qui a lieu là, quand on a peur de perdre son emploi. Eh bien, tout sera renversé au profit d'accords micro-locaux. Voilà pourquoi c'est exceptionnellement grave et compliqué à expliquer. 18 millions de personnes vont voir leur situation juridique dans l'entreprise transformée dans 3 millions d'entreprises. C'est un événement d'une ampleur immense. Il est difficile de l'expliquer. Voilà pourquoi nous convoquons des rassemblements de cette sorte, pour que le plus grand nombre d'entre vous se saisissent de l'affaire, l'étudient, la comprennent et l'expliquent aux autres. Nous sommes à nous-mêmes notre premier média. C'est de nous, vous autres tous qui êtes là, que tout dépend. Dès lors que nous avons tenu la tranchée, c'est votre tour maintenant d'aller à la rencontre des autres pour leur dire il se passe quelque chose de grave. Ce président de la République vous a roulé dans la farine. Il est comme les autres. Non, il est pire que les autres. Et maintenant, écoutez ça. Une fois que vous arrivez dans l'entreprise, où paraît-il vous allez mener ce dialogue social délicieux, que tout le monde sait qu'il s'y passe, eh bien là, vous aviez des institutions représentatives du personnel, mes amis. Si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends, car cela aussi, il faut que tous vous le sachiez.
Et parmi ces institutions représentatives du personnel, il y a les comités d'hygiène et sécurité des conditions de travail, le CHCT. Oh, ça paraît très lointain, comprenez. C'est une affaire extraordinaire. L'idée de ces comités a commencé en 1929. Il a fallu attendre la libération pour qu'ils soient généralisés. Il a fallu attendre 1991 pour que ces comités aient le droit d'aller en justice lorsque les conditions de travail mettaient en danger ou bien les travailleurs, ou bien l'environnement. 1991, ce sont des choses récentes. Tout cela aussi va être rayé d'un trait de plume car ces comités vont être dissous et regroupés en un seul avec les autres. Alors on vous dit, ça rend les choses plus simples. Mais qui êtes-vous pour oser dire qu'on va rendre plus simple des institutions qui sont le résultat de ceux qui vous ont précédés et qui y ont réfléchi avant vous et dans des conditions autrement tendues que celles d'aujourd'hui? Si alors ils ont décidé qu'il en fallait 4 de ces institutions, c'est bien parce que ceux qui les ont créées savaient qu'il y en avait besoin de 4. Et qui êtes-vous, ministre du Travail, président de circonstance, pour oser dire que tout ceci n'a pas lieu d'être? Je vais vous en faire la démonstration à cet instant. Si vous regroupez dans un même comité, ceux qui ici sont des syndicalistes le savent, quand vous mettez à l'ordre du jour ces négociations annuelles, par exemple sur les salaires, l'ordre du jour, ça peut être une demi-journée ou une journée. Quand vous mettrez les sujets de ces 4 comités dans le même, croyez-vous que l'entreprise va s'arrêter pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours comme un parlement et traiter de tous les sujets? Bien sûr que non. Évidemment, qu'est-ce qui passera après le reste? L'hygiène et la sécurité. Mais le bilan, nous le connaissons déjà. Les accidents et les maladies au travail vont se développant. 545 morts par an sur le poste de travail. 1200 personnes par an qui décèdent de maladies professionnelles. Sans les comités d'hygiène et sécurité, l'affaire de l'amiante n'aurait jamais éclaté. 100 000 personnes vont en mourir. Ce sont des sujets sérieux. Ce sont des sujets très sérieux. Les morts nous manquent. Écoutez-moi les gens, si vous mettez dans une même négociation, par exemple, ce jour-là, l'augmentation de salaire et l'amélioration des conditions de sécurité, vous avez tous vécu ici, vous savez bien comment ça va se passer. On leur dira, bon écoutez, hein, vous ne nous saoulez pas trop avec la sécurité parce qu'il faudrait changer la machine ou il faut changer le produit et on n'a pas le temps. Allez, bon, allez-y, on mettra une prime. Il faut que les questions d'hygiène, de sécurité, de conditions de vie au travail soient traitées distinctement de toutes les autres et sous la pression d'aucune autre considération que l'intérêt et la vie des travailleurs. Quand je dis les travailleurs, ne croyez pas que je parle seulement de ceux qui sont dans la sidérurgie. Je parle aussi de ceux qui sont au bureau, car ceux qui sont au bureau ont tous les problèmes des difficultés de l'ergonomie, de l'air qu'ils respirent, des conditions dans lesquelles ils travaillent. Il ne faudrait pas croire qu'ils se reposent au bureau, parce que pour se reposer, c'est les congés payés, c'est pas le bureau. Alors, voilà ce dont nous avons discuté. Premièrement, tout se passe dans l'entreprise et c'est plus la loi. Deuxièmement, quand vous arrivez dans l'entreprise, la représentation du personnel est amoindrie, affaiblie, si bien que vous arrivez à la relation dont eux rêvent. Et ils nous regardent avec stupeur quand on argumente comme on le fait. Et ils nous disent, mais quoi? Alors, comment vous osez dire que chaque personne n'est pas capable de négocier? Oui, nous osons dire que chaque personne n'est pas capable de négocier. Nous sommes capables, comme nous sommes en nombre, en force, parce qu'il ne s'est jamais produit une seule fois qu'un seul de ceux qui nous dominent nous ait jamais rien cédé, autrement que de vive force et par mobilisation et manifestation. Nous ne croyons pas que la société soit faite seulement d'individus. Bien sûr qu'elle est faite d'individus, et c'est nous qui les défendons à cet instant, quand nous pensons à leur santé, quand nous pensons à leur repos, quand nous parlons de leur paye.
Mais nous croyons que c'est l'organisation collective qui rétablit l'équilibre entre ceux qui possèdent les moyens de production et ceux qui n'ont que leur force de travail de haut niveau de qualification à vendre. Oui, voilà, le rapport est déséquilibré et la loi permet l'équilibre. Nous pourrions citer et reciter cette phrase si juste, que ce soit Cicéron ou Lacordaire, peu importe. Entre le faible et le fort, entre le riche et le pauvre, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui protège et promeut. C'est la loi, républicain que vous êtes. La loi, parce que la loi, nous en délibérons tous. Et je vous dis bien droit dans les yeux, je ne suis pas d'accord avec la prétendue république contractuelle dont se réclame Monsieur le Président de la République. La République n'est pas un contrat, car le contrat est une négociation de gré à gré dans l'état de rapport de force, tandis que la loi s'applique à tous et elle est prise sous la bannière de l'intérêt général et non pas de l'addition des intérêts particuliers. L'intérêt général, la loi, voilà, vous autres, républicains, ce que vous avez dans le cœur et ce que nous défendons. Nous ne croyons pas à leur république contractuelle. Et même mieux, nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas de ce type de rapport où chacun est une chose dans les mains du plus puissant. Voilà. Voilà, citoyennes, citoyens, pourquoi nous vous avons appelé une nouvelle fois à vous rassembler au pied de l'image de la République. C'est qu'il y a grand danger et que dans ce grand danger, enfumé par des mots, entortillés par des postures, les braves gens qui au point de départ font plutôt confiance, se disent que sans doute tout ça a été pensé au bout du bout pour le bien commun et que ces gens qui sont à la République, ces députés de la France insoumise et ce Mélenchon sont des exagérés. Oh, il en faut pour maintenir quand même un peu allumé la flamme. Non, nous sommes en train de défendre le bien commun, l'ordre public social construit dans nos luttes. Mesdames et messieurs, entendez ça. Il n'y a pas un patron d'entreprise qui soit d'accord ou qui ait demandé que pour mieux embaucher, on facilite le licenciement. À part quelques grands patrons de très grandes entreprises, pour qui le problème n'est pas d'embaucher, mais de pouvoir licencier aussitôt qu'ils le veulent, parce que pour eux, la masse salariale est la masse d'ajustement des coûts dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que les process de production pour les entreprises de très haut niveau sont semblables. Parce que les machines qu'il faut sans cesse renouveler coûtent. Alors, la seule variable d'ajustement qui leur reste, c'est le prix du travail. Et c'est pourquoi ils doivent à tout prix le faire baisser. Ils pensent que c'est là qu'ils vont faire les marges qui leur permet de consoler les actionnaires en leur distribuant des dividendes de plus en plus considérables, puisque ceux-ci ne vont que là où on ne peut accumuler le plus. Il y a une logique de système. Nous ne sommes pas dans un rapport où les uns seraient méchants par nature et les autres bons par nature. Ce sont des visions du monde, des systèmes, des intérêts qui s'opposent. Le système auquel nous nous affrontons a un nom et il faut être capable de le prononcer en toutes lettres. Ça s'appelle le capitalisme. Et c'est ce que nous combattons. Et nous n'avons pas honte de le dire. Nous n'avons pas peur. Nous pouvons faire la démonstration à tout instant que ce capitalisme-là conduit à la fin de la République et de la démocratie. Nous pouvons faire à tout instant la démonstration que ce capitalisme-là détruit la nature, épuise les êtres humains, saccage la biodiversité. Voilà le bilan de cet ordre du monde. C'est eux qui sont déraisonnables et nous qui avons la raison de notre côté. Écoutez, je vais vous donner un dernier exemple pour que vous compreniez dans quelle ambiance on travaille.
c'est cette histoire de prud'homme. Oh, on peut dire c'est secondaire. Non, ça ne l'est pas. Que se passe-t-il? On vous l'a dit. Dorénavant, quand vous allez au prud'homme, vous n'allez pas au prud'homme pour vous promener. Quand vous y allez, c'est que déjà vous avez surmonté la bagarre dans la boîte, que vous vous êtes déjà bien enguirlandé, que vous avez été licencié. Et si vous allez au prud'homme, c'est parce que vous pensez que votre licenciement est abusif. Sinon, vous n'allez pas au prud'homme, ça s'appelle la rupture conventionnelle. Moi, je suis contre, mais ça existe. Si vous allez au prud'homme, et s'il y a jugement, c'est parce qu'il y a accusation, n'est-ce pas? Et il y a donc accusation concernant un délit qui aurait été commis, c'est-à-dire un licenciement abusif. Abusif! On n'est pas en train de parler de licenciement en général. Personne ne va au prud'homme à propos d'un licenciement, ou des fois seulement. La plupart des licenciements se gèrent directement. On ne va pas au prud'homme. Donc si on y va, c'est parce qu'on considère que le licenciement est abusif. Et s'il y a une condamnation, c'est parce que les juges ont reconnu que ce licenciement était abusif, illégal, contraire à la loi, aux mœurs, au temps incroyable. Dans cet hémicycle, on a décidé que pour qu'il n'ait pas peur et qu'il se rassure, on allait plafonner l'indemnité. Vous avez bien compris? Ça veut dire que dans les... Et alors évidemment, on vous sort toujours le petit entrepreneur, mais ce n'est pas le sujet. On dit des fois, il a pu se tromper. Non, si c'est trompé, il ne sera pas condamné pour licenciement abusif. On lui dira, vous vous êtes trompé. S'il est condamné pour licenciement abusif, c'est parce qu'il a violé la loi. Tous les patrons ne violent pas la loi. Eh bien, quand vous êtes dans l'Assemblée nationale, on a l'impression que dès que vous parlez d'un, c'est tout ce que vous mettez en cause. Ils sont là, ils disent « Comment osez-vous parler comme ça du patronat ?» Mais on ne parle pas du patronat, des petites entreprises dont ils ne cessent de nous rebattre les oreilles. Nous vous parlons de ceux qui sont des délinquants. Depuis quand faut-il rassurer les délinquants pour empêcher le crime? Depuis quand? Eh bien, c'est ce qu'ils viennent de faire. Les mêmes qui vous font des grands numéros sur la sécurité, le respect de la loi et le reste. Sauf là. Donc, si vous mettez un prix maximum aux indemnités, ou plus exactement aux dommages et intérêts, si vous les plafonnez, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous dites juste que ça coûtera un licenciement abusif. Et quand vous êtes une grande entreprise, vous le rendez prévisionnel. Celui-là, je le fous dehors, ça ne me coûtera pas plus de temps. Même si je n'ai rien respecté du tout et qu'il aille au diable, s'il n'est pas content, on se retrouvera au prud'homme. Et au prud'homme, ça prendra 29 mois avant que ce soit jugé. Voilà ce qu'ils viennent de décider. C'est-à-dire qu'il y aura dorénavant une autorisation préalable de licenciement abusif qui est donnée à ceux qui veulent violer la loi. Je n'ai pris qu'un exemple. Mais cela fait des heures qu'un par un, nous les prenons, ces exemples, pour reparler de ce qu'est la vie de tous les jours des gens et de cette tromperie qui consiste à chaque fois à faire comme si le vrai problème de l'emploi, c'était les salariés. Figurez-vous qu'ils y croient. Ces gens sont dans la doctrine libérale. Ils pensent que si on peut licencier comme on veut, alors quand ça va mieux, on embauche comme on veut. Et si on a fait baisser le prix du travail, alors les gens seront embauchés en très grand nombre. Pas un entrepreneur sérieux ne vous dira une chose pareille. Pas un patron de petite entreprise ne vous dira la chose qui m'importe, c'est de pouvoir foutre tout le monde dehors facilement. Il va dire la chose qui m'importe, c'est que premièrement, les donneurs d'ordre ne sont responsables de rien, c'est nous qui prenons toutes les responsabilités. Il va vous dire les grandes boîtes ne paient pas dans les délais justes et nécessaires pour que les petites entreprises puissent avoir leur trésorerie. Il va vous dire il n'y a pas assez de gens qui achètent. Et s'il n'y a pas assez de gens qui achètent, c'est parce que le pouvoir d'achat s'est retiré des mains des milieux populaires. Ce pays n'a jamais autant accumulé de richesses. Si cette richesse circulait dans vos poches et dans vos mains, vous la consacreriez à des achats utiles pour votre famille, à des achats nécessaires, eh bien tout tournerait. Les entreprises reprendraient du souffle.
La solution, on l'a dit tout à l'heure, elle est dans le partage du travail, mais elle est en remplissant les carnets de commandes. Et si nous voulons le faire d'une manière qui n'est pas irresponsable, comme nous l'avons pu le faire dans le passé, si nous voulons que cela soit écologiquement soutenable, parce que la crise écologique est commencée et que ce n'est pas une crise comme les autres, c'est une crise dont on ne reviendra pas si on ne fait rien. Eh bien, c'est le moment de faire. Et alors, ce seront des milliers, des millions d'heures de travail. Et ce n'est rien que de les financer. Ce n'est rien. Ayez confiance en vous-même, les gens. Nous pouvons vivre autrement que comme vous êtes en train de vivre. Ce monde est beau. Ce monde mérite qu'on s'en occupe. Et nous pouvons le rendre encore plus beau par notre travail, l'amour que nous mettrons à la tâche et entre nous. Ce monde de fraternité où chacun n'est pas l'ennemi de tous les autres et où tout le monde n'est pas regardé comme un concurrent par chacun. C'est ce monde-là que nous portons en nous. C'est pourquoi aujourd'hui, alors qu'on est déjà bien avancé dans le début du mois de juillet, il y a plus de 100 rassemblements comme celui-ci. Et je vous dis que nous allons y passer l'été, nous autres de la France insoumise. Déjà, il y a les caravanes qui vont dans les quartiers. En août, il y aura la caravane nationale. Et au mois de septembre, bien sûr, nous allons donner le coup de main aux syndicats s'ils le demandent. Mais nous aurons nos propres marches qui auront lieu en appelant tous ces gens qui aujourd'hui, n'étant pas dans l'entreprise, doivent néanmoins être appelés à participer au combat et à y prendre leur place. Jeunes gens, c'est votre devoir de le faire. Si vous êtes en train de faire des études, songez aux sacrifices qui ont été consentis par les générations auparavant pour que vous puissiez faire ces études aujourd'hui. Quand vous avez des diplômes, aujourd'hui, ces diplômes, dans les conventions collectives, ils sont mis en face d'un salaire. Parce qu'il y a des conventions collectives et que la convention collective s'impose à chaque entreprise. Et la loi étend à tous les travailleurs le bénéfice de la convention d'entreprise. Voilà pourquoi en France, alors que nous sommes moins syndiqués qu'ailleurs d'autres pays, 90% des salariés sont couverts par des conventions collectives grâce à la loi. Eh bien, vous autres jeunes gens, vos diplômes seront expulsés des conventions collectives pour la raison qu'il suffit, même quand il y a un accord de branche, qu'une seule entreprise dise qu'elle ne veut pas de cet accord pour que ça ne s'applique pas. Dès lors, c'est toute la construction de la République sociale qui est en cause. La République, d'une part, la loi, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais la formation qui permet, en s'améliorant par son intelligence, son travail, le mal qu'on se donne à apprendre, ensuite à se rendre plus utile parce qu'on est plus qualifié et pouvoir tenir des postes de travail très avancés techniquement pour le bienfait du travail et de la société, mais aussi pour le bienfait personnel. Qu'est-ce qu'une société où l'on ne reconnaîtrait plus la valeur du dévouement de chacun et où vous seriez estimé comme ça à la tête du client par celui qui vous embauche? Pensez-y, c'est ça qui est en cause en ce moment. Voilà pourquoi nous allons continuer, nous autres, jusqu'à jeudi soir. Vous savez, on est convoqués, on ne nous dit pas jusqu'à quand. Si bien que nous voilà à faire notre part. Mais je conclus en vous disant ça. Je vous appelle à une forme d'insurrection morale. Ne vous résignez pas, ne laissez pas faire. Expliquez, résistez. Préparez-vous. Préparez-vous, car en septembre, les syndicats, sans doute, vont nous appeler à l'action. Vous le ferez. Mais nous autres, la France insoumise, nous allons vous appeler à l'action. Ce sera un samedi ou un dimanche. On s'arrangera pour que ça ne bouscule personne. Mais il faut qu'ils voient que ce pays est fait de rebelles, qu'ils ne se laissent pas faire, que la République sociale est notre bien commun. Allez, courage! Merci. Merci Jean-Luc. Eh bien, comme nous avons tout de même un groupe qui n'est pas réduit à la portion congrue et que
vous avez bien compris que les luttes que nous menons, elles le sont avec les députés, mais aussi avec ceux qui se battent sur le lieu de travail. Eh bien, j'appelle un syndicaliste de la CGT Commerce, Karl Gazzi, qui va évoquer aussi probablement la question des souffrances et de ces luttes. Les luttes plutôt que les souffrances, parce que tout le monde souffre. Et je vais commencer par appeler votre imagination. Je vous appelle à imaginer un pays fort lointain, il y a fort longtemps, où les salariés avaient conquis un droit, celui d'un jour de repos commun, qui s'appelait le dimanche. Ils l'ont conquis à la force de leur grève, jusqu'au jour où les intérêts des grands groupes de la distribution ont décidé qu'il fallait qu'il en aille autrement. Ils voulaient gagner plus d'argent au détriment des plus petits, ils voulaient ouvrir tous les dimanches au détriment des intérêts des salariés. Les salariés, ceux du commerce en particulier, se sont battus. Ils se sont battus longuement et ils ont gagné. Ils sont allés devant les tribunaux. Ils ont obtenu la fermeture des magasins ouverts illégalement. Et alors, que s'est-il passé? Il s'est passé qu'on a nommé un nouveau ministre de l'économie. À l'époque, s'il était jeune, personne ne le connaissait. Il s'appelait Emmanuel Macron. Qu'a fait Emmanuel Macron? C'était très simple. Il s'est empressé de demander au grand patron de la distribution, LVMH en particulier, qui est connu pour être une des plus grandes fortunes mondiales, ce qu'il désirait. Et il a pris leur désir et il en a fait un texte de loi qui a complètement déréglementé le repos dominical dans le commerce. Alors vous me direz, c'est pas grave, c'est le commerce. Sauf qu'on imagine bien que si les salariés du commerce travaillent, il va bien falloir à terme que les crèches ouvrent aussi, que les agents de sécurité travaillent aussi, que les transports s'y mettent à leur tour, et que petit à petit, l'ensemble des salariés de ce pays perdent ce droit conquis à un repos de jour commun. Alors, j'en ai pas fini avec votre imagination. On est toujours dans un pays fort lointain, il y a fort longtemps, où on s'était aperçu que le travail de nuit nuisait à la santé et à la sécurité des travailleurs. À la santé parce que toutes les statistiques le montrent, le travail de nuit augmente très nettement les risques de cancer, notamment. On s'est aperçu aussi que les accidents du travail augmentaient beaucoup pendant les horaires de nuit. Et donc les travailleurs de ce pays ont conquis le droit de se reposer la nuit, sauf situation exceptionnelle absolument indispensable. Bien évidemment, on ne va pas demander que les hôtels ferment la nuit et que les pompiers aillent se coucher. Néanmoins, en dehors de ces exceptions absolument indispensables à la vie en société, il était acté, convenu, que les salariés se reposaient la nuit. Et alors, que s'est-il passé? Un nouveau ministre de l'économie, jeune et fringant, brillant, dit-on, a été nommé et il s'appelait Emmanuel Macron. Et qu'a fait Emmanuel Macron? Mon histoire, c'est comme dans les contes, ça se répète un petit peu. Il a demandé au patron de la distribution ce qu'il voulait. Il a écouté LVMH et Bernard Arnault, rendu célèbre par un film non moins célèbre. Et Bernard Arnault lui a dit il faut qu'on puisse ouvrir les magasins la nuit parce que c'est absolument indispensable à la vie en société aujourd'hui. Et Emmanuel Macron a pondu une loi qui a autorisé les magasins à ouvrir la nuit. Imaginons maintenant un pays fort lointain, il y a fort longtemps, où les salariés avaient conquis un code du travail protecteur qui allait à l'encontre des intérêts des entreprises. Je rappelle quand même que le code du travail a été créé dans ce pays pour aller contre les intérêts des entreprises et pour protéger les intérêts des travailleurs. Imaginons maintenant qu'un président jeune, fringant, nouveau, brillant, jupitérien, imaginons que par malchance, ce personnage ait été élu président de la République.
Que fait ce nouveau président de la République? Il l'avait annoncé dans son programme. Et les ordonnances Macron et toutes les mesures de Macron, parce que les mesures de Macron ne se résument pas aux ordonnances. Macron s'attaque aux retraités, Macron s'attaque aux fonctionnaires. Il veut supprimer des centaines, des dizaines de milliers d'emplois de fonctionnaires. Que fait Macron? Il demande, c'est comme s'il avait fait une grande réunion de tous les DRH de France. Une espèce de gigantesque brainstorming. Dites-moi, vous, DRH de France, qu'est-ce qui vous emmerde dans ce code du travail? Et donc, ils ont fait la liste. Alors là, on a été condamné pour ça, là, on s'est fait emmerder pour ça, là, les syndicats, ils ont trouvé la technique, etc. Ils ont fait une liste. Et les ordonnances Macron, c'est une contre-liste pour venir empêcher les salariés de défendre leurs droits. Les ordonnances Macron, le programme Macron, on peut le résumer en 2 termes. Réduire les droits et limer les griffes des salariés et des syndicats pour les empêcher de défendre les quelques droits qui restent. Voilà ce que veut Emmanuel Macron. Imaginons maintenant que dans un pays très très proche, à une époque très très contemporaine, nous décidions tous ensemble d'unir nos efforts et de dire que tous ensemble, nous allons dire stop à ce rouleau compresseur, dire stop à ce rouleau compresseur libéral, dire stop à ce rouleau compresseur autoritaire, dire stop à ce rouleau compresseur qui foule aux pieds nos droits tous les jours, qui est en train de tuer la planète et nous avec. Nous savons tous ici, et je crois que nous en avons la conviction, que le peuple, quand il est uni, est invincible. Nous le savons et nous en avons la conviction. Il nous reste aujourd'hui, je pense, à en faire la démonstration, et tous ensemble. Merci. Merci, Karl. Alors, on me demande de te donner ceci. C'est le témoignage d'une lutte donc, qui concerne ton secteur. Voilà. Okay, merci. Voilà. Bien. Maintenant, j'appelle une nouvelle salve de députés. Sabine Rubin, députée de Seine-Saint-Denis. Daniel Obono, député de Paris. Eh ben oui. Donc les autres sont partis, mais celles-ci sont revenues. Voilà. Donc on reprend et on continue le marathon de la résistance. Sabine. Bon, alors moi je vais vous expliquer comment dans l'Assemblée, le loup se déguise en agneau pour faire passer cette loi d'habilitation par ordonnance qui, loin de faire progresser le dialogue social, va au contraire le détricoter, l'affaiblir, le nier. Je vais vous expliquer comment le président Emmanuel Macron prépare un code du travail à la botte des actionnaires et de la finance et non au service de l'émancipation, des conditions humaines, en l'occurrence au travail. Le gouvernement prétend que cette réforme est nécessaire pour s'adapter au monde économique nouveau. Il égrène comme un mantra les mots efficacité, flexibilité, responsabilité, au nom d'un hymne à la liberté. Alors il nous faut tout décrypter. De quoi parle-t-il avec ces mots? Quelle réalité se cache sous ces beaux oripeaux? Comme si nous n'étions pas, comme s'ils avaient le monopole de la défense de la liberté, de l'efficacité et de la responsabilité. Je voudrais vous présenter un cas concret, hier, avec un des alinéas du chapitre 2 de cette loi qui concerne l'organisation du dialogue social et de la démocratie en entreprise. C'est vrai, pendant 3 jours, nous avons présenté plus de 50 amendements de refus sur des propositions qui semaient le flou ou étaient inutiles au regard des acquis existants. Alors, avec ces noms répétés que nous faisions, nos adversaires, bien sûr, nous caricaturent comme d'éternels oppositionnels, des bavards crispés sur nos acquis.
Mais hier, j'ai eu l'opportunité de leur prouver que nous étions aussi parfois très motivés pour modifier ce code du travail. Une force de proposition. J'ai proposé d'introduire le principe de veto suspensif pour les travailleurs dans le cadre d'un alinéa visant à améliorer la représentation des salariés dans les instances administratives et de contrôle des entreprises. Alors, notre idée, c'était de faire avancer la démocratie réelle, avec non seulement un pouvoir de délibération, mais aussi de décision dans l'entreprise. Et c'est un sujet qui tient particulièrement au cœur, soi-disant, de Mme Pénicaud. Alors, pourquoi a-t-elle refusé, retoqué aussi cet amendement, qui était une force de proposition? Pourquoi? Parce que c'est les actionnaires, les décideurs de ces grandes entreprises, pour qui cette loi est faite, qui restent eux aussi crispés sur leurs acquis. Alors nous devons rester vigilants avec leurs mots. Et nous leur disons que nous sommes aussi résolument tournés vers le progrès, mais pour un progrès moral et matériel de l'humanité, non pour le progrès du portefeuille de quelques-uns. Nous aussi, nous souhaitons que le Code du travail soit adapté au XXIe siècle, mais avec une loi qui soit garante de la protection de tous, et même de ceux qui, se croyant fortes aujourd'hui, pourront demain se trouver faibles. Car dans ce monde ravagé par le libéralisme, personne n'est à l'abri de rien. Devra faire que la démocratie sociale en entreprise devienne une réalité. Et j'ajouterai que pour cela, il faudra commencer par revoir le paradigme qui semble inattaquable, que le capital vaudrait plus que le travail, qui pourtant le fait fructifier. Merci. Merci Sabine. Merci beaucoup. J'accueille maintenant le patron. Mais non, François Ruffin, bien sûr. Merci. Bon. Bon, attendez. Bon. Moi, je suis juste là pour meubler parce qu'en fait, les autres, ils ont du retard. Donc, normalement, c'était pas prévu. Voilà. Moi, je suis l'intermède comique, comme de temps en temps. Bon, c'est sur quoi j'ai rencontré, moi, Macron pour la première fois. Parce qu'on dit que s'il aurait été un camarade de collège et tout ça, c'est absolument pas vrai. Mais sur quoi je l'ai rencontré pour la première fois? Je l'ai rencontré pour la première fois sur une lutte dans une entreprise qui était l'entreprise Ecopla à Saint-Vincent-de-Mercuse, qui fabriquait des barquettes en aluminium. Si je le raconte, c'est quand même parce que c'est un petit rapport avec le sujet. Hein. Mais bon. Qu'est-ce qui se passait dans cette entreprise? Sur quoi Christophe Chevalier, qui était là-bas le délégué CGT, avait mis le doigt? C'était sur une comptabilité fallacieuse, un patron voyou qui avait vidé les caisses complètement en faisant appel à des filiales. On ne vous fait pas le plan, vous le connaissez, d'accord? Ce vol, il avait tout fait pour alerter tous azimuts. Il voyait, avec ses collègues, avec Karine notamment, il voyait les stocks partir de l'entreprise. Les stocks d'aluminium, il n'y en avait presque plus. Et eux, ils ont essayé de racheter leur boîte. Ils ont même mis des costumes, un aussi beau costume que moi, je me suis payé ce week-end à 105 €. Voilà, parce qu'il faut faire des frais quand on entre à l'Assemblée nationale. Mais voilà, ouais, bon. Donc, ils se sont payés des costumes et tout ça pour aller démarcher à la fois les fournisseurs et surtout leurs clients partout en France pour dire de nourrir le carnet de commandes. Donc, on voit que là, on avait affaire à des salariés extrêmement soucieux de leur entreprise et de la viabilité de leur entreprise. Et c'est la règle pour les syndicalistes et pour les salariés dans la grande majorité des entreprises. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme... Finalement, ils n'avaient aucun droit suffisant dans l'entreprise pour pouvoir contraindre le patron à leur céder la boîte, même en la rachetant un peu. Ils n'avaient pas cette possibilité-là. Ils ont sonné le maximum d'alerte en l'extérieur. Alors, il y avait là-bas une sénatrice communiste qui a tout fait à son tour. Par contre, il y avait un député socialiste qui lui a dit on va prévenir le cabinet de Macron. Le cabinet de Macron a été prévenu. Qu'est-ce qu'il a fait, le cabinet de Macron? Il a été voir, il a reçu le patron voyou et il a dit ce mec est formidable, il faut vraiment lui donner sa chance pleinement. Et jamais il a reçu les salariés. Donc voilà, les alertes qui ont été... Ouais. Et donc, ça montre d'une part comment l'instauration de davantage de démocratie dans l'entreprise
ça peut être bon non seulement pour les salariés, pour leur santé, pour leur salaire et ainsi de suite, mais ça peut être bon surtout pour l'entreprise, pour qu'elle ne soit pas pillée par son principal prédateur, qui sont bien souvent les actionnaires. Maintenant, je voudrais dire un mot sur la mentalité que ça révèle chez Macron. Pour lui, l'entreprise, c'est le patron. Il y a une relation d'équivalence. Et le problème qu'on affronte aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est que cette mentalité Macron, elle est contagieuse. On a un groupe socialement homogène et qui est en toute bonne foi, parce que vous savez, si la mauvaise foi, elle se combat. Le problème, quand vous avez affaire à des gens qui sont de bonne foi, c'est que ce sont des mécanismes parfaitement intégrés que du coup, il est beaucoup plus difficile de combattre. Mais vous avez des gens qui, collectivement, c'est un groupe parlementaire, et il y a sans doute des exceptions, on va les chercher à l'intérieur, quoi, mais qui sont collectivement persuadés que le patron qu'on nomme maintenant entrepreneur, le patron entrepreneur, c'est l'entreprise et c'est aujourd'hui le représentant de l'intérêt général. Si on veut comment la France doit aller mieux, il faut surtout écouter les entrepreneurs. Voilà la mentalité Macron étendue à une conscience de classe, à la conscience d'un groupe et surtout à l'inconscience d'un groupe. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et sinon, c'est à la fin c'est nous qu'on va. À la fin, c'est nous qu'on va. Je vous remercie. Super, merci beaucoup. Merci à vous les députés. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise d'abord. Il n'y a plus de tracts. Vous avez tout pris. Mais donc c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et si vous en voulez d'autres, il y en a à télécharger sur le site. Vous pouvez aussi évidemment utiliser ces ressources-là. J'appelle maintenant Éric Coquerel et Bénédicte Taurine. Et Éric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis, Bénédicte Taurine, député de l'Ariège. Donc voilà la nouvelle salve de députés insoumis. Bon, bonjour à toutes et à tous. Vous avez compris déjà une différence avec François Ruffin. Nous, on met notre écharpe. Mais lui, il la porte dans son cœur, donc on lui en veut pas. Et la cravate, non. Ça, je suis d'accord avec François. Et on s'est mis d'accord là-dessus et on s'est libéré de la cravate. Mais enfin, c'est pas de ça dont je veux vous parler aujourd'hui parce que c'est pas le plus important. Vous savez, aujourd'hui, le travail, il est un peu compliqué à l'Assemblée parce qu'en face de nous, on a des gens qui adoptent un discours orwellien. Vous savez ce que c'est Orwell, 1984. Bon, en gros... Ouais, mais je le fais en bref pour ceux qui ne savent pas forcément. En gros, c'est la guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. Alors, il nous répète ça depuis des jours. Il nous explique qu'au final, la meilleure protection, c'est d'affaiblir la loi qui protège. Que le meilleur des droits, c'est de supprimer des droits des salariés. Il nous explique que finalement, ils font ça au nom de la liberté des salariés. On a même eu des phrases assez extraordinaires dans l'Assemblée où on nous expliquait que finalement les salariés étaient protégés à l'insu de leur plein gré. Si, c'est vrai, je vous assure. Mais nous, on sait une chose. La liberté, la seule liberté qu'ils proposent, c'est la liberté du renard dans le poulailler. Voilà ce qu'ils mettent en place. Alors oui, on a beaucoup de mal à leur faire dire qu'effectivement, alors que c'est noir, clair et net dans leur texte, noir sur blanc, j'allais dire, c'est bien la version des normes qu'ils nous proposent. Ils jouent un peu avec les mots. Ils parlent de donner la priorité à la négociation collective, virgule, notamment dans les entreprises. Et ils ont même, dans un amendement nocturne, rajouté quelque chose. Ils ont expliqué que ça pouvait aller jusqu'aux établissements. Autrement dit, ce qui pourrait demain faire la norme, ce n'est pas seulement l'accord d'entreprise par rapport à la loi, mais ça va jusqu'aux accords d'établissement, c'est-à-dire des succursales par rapport à l'entreprise. Donc ils vont à fond jusque-là. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, quelque part, ils ne le revendiquent pas. Parce que, au moins, Hollande, en 2011, avait fait un texte où il expliquait que c'était son projet de mettre le contrat au-dessus de la loi. Et Emmanuel Macron, quand il explique qu'il veut un pacte girondin, il ne parle pas des Girondins de Bordeaux, il fait référence à la Révolution française, ou quand il explique qu'il veut une France contractuelle,
Eh bien, en réalité, ce n'est rien de moins, effectivement, que de dire que le contrat dans l'entreprise est supérieur à la loi. Et là aussi, les députés d'En Marche nous décrivent un monde de bisounours, d'une entreprise dans laquelle, finalement, il n'y aurait plus de conflit. Pourquoi va-t-on embêter le lien entre l'employeur et le salarié? Mais ce que nous leur répondons, c'est que légalement, dans les textes, comme d'ailleurs tout ce qui régit à un moment donné quelqu'un qui a un pouvoir par rapport à quelqu'un d'autre, le contrat entre l'employeur et le salarié, parce que l'un achète la force du travail de l'autre, c'est un lien de subordination. Et que donc, si vous ne protégez pas, si vous ne réglez pas, si vous n'encadrez pas ce lien de subordination, eh bien, ça s'appelle la loi de la jungle. Voilà ce qu'il nous propose à travers la question de l'inversion des normes. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est qu'il ramène au niveau des entreprises les négociations. Mais dans le même temps, ils affaiblissent les droits des salariés dans ces mêmes entreprises. Je vous donne un exemple. Ils expliquent par exemple que c'est désormais la négociation collective dans l'entreprise qui réglera la question de la périodicité et du contenu des négociations obligatoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Les négociations obligatoires, c'est quelque chose qui a été prévu par la loi, c'est très très détaillé. C'est par exemple les salaires, l'égalité homme-femme dans l'entreprise, les droits d'expression des syndicats, etc. Autrement dit, à partir du moment où vous admettez que c'est l'accord d'entreprise et non plus la loi qui détermine la périodicité et le contenu des négociations obligatoires, ben ça veut dire que tout ça devient aléatoire. Et quand vous ajoutez qu'en plus, ce qu'on appelle les IRP, c'est-à-dire tout ce qui permet la représentativité du personnel est fusionné, je ne vais pas aller loin là-dessus, vous avez entendu parler tout à l'heure, eh bien vous constatez que non seulement ils affaiblissent la loi qui protège, mais ils affaiblissent les salariés dans leur représentativité dans les entreprises jusqu'à éventuellement même se passer des syndicats comme ils le proposent. Voilà ce qu'ils nous donnent. Et donc c'est, une fois de plus, quelque chose qui est en réalité la loi de la jungle totale. Je conclus sur une chose, pour ne pas excéder les 4 minutes. Je conclus sur une chose. Ce qui est étonnant, c'est que, donc, à les entendre, tout ça est un ordre naturel. Quelque part, finalement, les négociations viendraient naturellement dans les entreprises. Bien sûr, il y a des entrepreneurs qui sont corrects. Mais d'abord, disons-le, ce que va permettre cette réforme, c'est de pénaliser les entrepreneurs qui sont corrects, parce que c'est un dumping généralisé par le bas. Parce que le capitalisme, ce n'est pas une morale. Le capitalisme, c'est un système. Et que ce système, c'est celui de la concurrence, d'abord basé sur les prix. Et que dès lors que des entreprises, comme par hasard les plus importantes, pourront faire baisser les prix, en faisant un alignement par le bas des acquis sociaux, eh bien évidemment, tout le monde sera obligé de suivre. On comprend que tout ça est un alignement vers le bas absolument pas vertueux. Et la dernière chose que je voulais dire, vraiment, c'est que donc il nous explique que quelque part tout ça aurait pu provenir, et laissons tranquilles, laissons négocier salariés et entrepreneurs. Mais alors dans ces cas-là, il faudra qu'il nous explique pourquoi. Il a fallu la Libération, le Conseil national de la résistance, pour faire en sorte d'inscrire dans le préambule de la Constitution de 1946, article 8, le fait que les salariés, c'est constitutionnel, ont leur mot à dire dans les entreprises. Pourquoi il a fallu des lois arrachées par les luttes sociales, jamais données, que ce soit en 1936, que ce soit en 1968, ou même que ce soit de manière différée en 1981, pour défendre les salariés. Donc nous, ce qu'on leur répond, c'est que quand on sera au pouvoir, on va restaurer toutes ces lois. Et c'est la loi qui doit protéger les salariés, parce que nous ne faisons pas confiance au libre marché et à la concurrence généralisée. Merci, on va continuer le combat au Parlement, à l'Assemblée, dans la rue. Merci. Alors, vous avez adoré l'histoire de l'inversion de la hiérarchie des normes. Vous allez adorer les histoires de CDI de chantier. Donc, j'accueille aujourd'hui Christian Renard, un syndicaliste, représentant d'un corps de métier, le bâtiment, CGT Bâtiment. Christian, vas-y. Bonsoir. Oui, je pense que c'est très important pour aider à la mobilisation, ce que nous faisons ce soir,
c'est-à-dire de démonter toute la désinformation, les mensonges du gouvernement Macron relayés par les médias. Et donc je travaille dans le bâtiment, je suis salarié d'un des plus grands trusts du bâtiment, j'ai nommé le groupe Vinci, et je vous avoue que, comment dire, quand donc j'ai lu dans la loi d'habilitation donc du gouvernement, le projet de loi d'habilitation, qu'il préconisait donc le recours au contrat à durée indéterminée conclu par la durée du chantier. Mais surtout, ce qui m'a interloqué, c'est que dans toute la presse, j'ai pu lire dans les médias, mais ce contrat à durée de chantier, il existe déjà dans le bâtiment. Donc, banalisons cette question. Alors, moi, je me suis posé la question parce que justement, dans le grand groupe Vinci, eh ben, il y a peu de contrats à durée de chantier. La majorité des contrats sont à durée indéterminée parce que dans le groupe Vinci, il y a des organisations syndicales, il y a des conventions collectives, il y a un code du travail. Et donc, je me suis dit, je vais y regarder de plus près. Et j'ai regardé dans la convention collective du bâtiment. Et il y a effectivement les contrats à durée de chantier. Sauf que ce qu'ils ne disent pas, c'est que ce contrat est cadré dans la convention collective nationale du bâtiment. Il donne des droits aux salariés et des obligations à l'employeur. Par exemple, ce type de contrat ne peut pas avoir une durée inférieure à 3 mois. Et un salarié qui est embauché à durée de chantier, on ne peut pas licencier tant que le chantier n'est pas terminé. Et dans le bâtiment, je vois par exemple comme les chantiers dans le groupe Vinci, ces chantiers, des fois, ils durent plusieurs années. Et donc, ce qu'il est dit dans la convention collective, c'est que au moment où le chantier se termine, l'employeur doit informer et consulter les représentants du personnel dans un délai de 15 jours avant l'envoi des lettres de notification du licenciement. Parce que ces salariés, à durée de chantier, quand le contrat se termine, ils sont licenciés, et y compris ils ont droit à l'indemnité de licenciement s'ils ont plus d'1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Et l'employeur, dans le cadre de cette consultation des IRP, il doit prévoir le recours à la formation professionnelle continue permettant le reclassement de ses salariés dans l'entreprise. Il doit, montrer, donc il doit s'engager auprès de l'IRP donc à faciliter ce reclassement. Et la lettre de licenciement doit impérativement mentionner que ces salariés licenciés à la fin de leur chantier, ils sont prioritaires pour le réembauchage pendant un délai d'1 an à compter de la date de rupture du travail. En clair, ce contrat de travail à durée de chantier tel qu'il existe aujourd'hui dans la convention collective, il a un caractère d'exception. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les organisations syndicales ont obtenu ces obligations de la part de l'employeur. Et donc, tout ça pour vous dire que ça n'a rien à voir avec ce que propose Macron. Ce que propose Macron, c'est des contrats totalement précaires. Il n'y aura plus de référence à la convention collective, puisque l'inversion de la hiérarchie des normes, non seulement un accord d'entreprise peut déroger au Code du travail, mais il peut déroger aux conventions collectives. Et donc, c'est en fait la généralisation à tous les secteurs d'activité de ce type de contrat. On en fait un contrat de travail normal et non plus exceptionnel. C'est la précarisation généralisée. Et moi, je terminerai en disant oui, mobilisons-nous, oui, défendons bec et ongle
notre code du travail, nos conventions collectives, et d'ores et déjà, mon organisation syndicale donc mobilise pour une journée de grève et de manifestation le 12 septembre. Et je pense et j'espère qu'elle ne sera pas seule, qu'il y aura l'ensemble des organisations syndicales qui ont mobilisé, qui étaient dans la rue en grève pendant toute l'année 2016 contre la loi El Khomri. Je vous remercie. Merci Christian. Vous l'avez entendu, en tout cas nous, on restera évidemment extrêmement attentifs à l'appel des syndicats le 12 septembre et nous serons là. Une nouvelle salve de députés. Michel Larive, député de l'Ariège, et Muriel Ressiguier, député de l'Hérault. Et oui, ils vont prendre également la parole ici tout de suite, et tous les deux. Donc, eh bien, un numéro à 2 voix, Muriel. Merci. Bonsoir à tous. Emmanuel Macron, le grand révolutionnaire ordo-libéral, a engagé son règne avec autoritarisme, arrogance et mépris. D'un côté, la caste oligarchique de l'argent et de la finance, celle qui cherche à trouver partout et toujours des prétextes pour s'enrichir davantage en défiscalisant, en précarisant, en dérégulant et en organisant la compétition entre les individus et la déshumanisation. De l'autre, le monde de ceux qui ne sont rien dont nous faisons partie, celui des précaires, des mi-temps, des petites pensions, des sans-emploi, des oubliés, des méprisés, qui se voient enfermés dans un nouveau carcan qui les ramènera tout droit au XIXe siècle. En réclamant le pouvoir de dégainer par ordonnance, en levant peu à peu le voile sur sa politique, où l'humain disparaît derrière les chiffres, Emmanuel Macron a accéléré son chantier de démolition du Code du travail et de l'ensemble de tous nos acquis sociaux. Complètement déconnectés des réalités du quotidien, ils n'ont qu'un mot à la bouche: rendre les salariés toujours plus flexibles et jetables. Oui, le profit, ça leur plaît le profit. Voici venait le temps de la simplification et de la généralisation du recours au contrat de travail dit à la tâche, ou de chantier, dont monsieur parlait tout à l'heure. Cela est écrit noir sur blanc dans l'article 3 du projet d'habilitation. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un CDI valable le temps de la réalisation d'un projet, renouvelable éventuellement, et sans aucune visibilité. C'est bel et bien la fin du CDI actuel et le feu vert à la précarité généralisée. Cette précarisation du travail au quotidien, les CDD, les temps partiels, les intérimaires la connaissent déjà, avec les difficultés à trouver un logement, à se soigner correctement et à se projeter dans l'avenir pour construire sa vie. C'est l'incertitude et la peur du lendemain toujours présentes. Avec la France insoumise et avec vous ici ce soir, et ça fait chaud au cœur de savoir qu'on n'est pas seul, c'est tout l'inverse que nous voulons mettre en place. Merci, parce qu'on va avoir besoin de vous. Si 85% des contrats signés aujourd'hui sont des contrats précaires, nous sommes pour réaffirmer dans les faits, dans la réalité et dans le concret, le CDI comme norme du contrat de travail. Nous voulons mettre en place une sécurité sociale à 100% qui concernera la santé, le logement et le travail. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ici, place de la République et un peu partout en France, nous nous rassemblons pour que vive le Code du travail et nos acquis sociaux. Nous sommes déterminés et nous refusons de laisser les salariés et les demandeurs d'emploi se faire enfermer dans un avenir si sombre. Un choix de société autre est possible, celui que nous portons tous ensemble pour un avenir en commun. Merci. L'avenir en commun est notre programme. À toutes et à tous, et nous le défendons chaque fois qu'il sera nécessaire. Il faut assurer la continuité des droits personnels hors du contrat de travail. Ça veut dire un droit à la formation pour tous et pour toutes et tous, et des revenus en cas de perte d'emploi. Que Mme Pénicaud arrête de vouloir inverser la hiérarchie des normes.
Elle s'amuse avec cette hiérarchie des normes. La France insoumise la veut rétablie, intangible et protectrice des travailleuses et des travailleurs. Que les marcheurs se déguisent en société civile, ils ne font rien pour éradiquer la pauvreté. Voici ce qu'ils vous proposent. Moins de CDI, pas de contrats précaires, pas de régularisation des travailleurs sans papier, pas non plus de titularisation dans les 3 fonctions publiques. Bref, ceux qui n'ont rien sont ceux qui ont peu. Ceux qui n'ont rien, selon notre monarque présidentiel, n'ont aucun égard auprès de la majorité. Macron veut la casse du Code du travail, quand nous, insoumis et insoumises, nous voulons la protéger face à cette caste. Nous ne laisserons pas faire, nous ne nous tairons pas. Le CDI, le comité d'entreprise, le délégué du personnel, le comité d'hygiène, de santé, de sécurité et des conditions de travail, les 35 heures, l'accord de branche qui prime sur l'accord d'entreprise, nos droits à la démocratie dans l'entreprise, le dialogue social respectant la parole des femmes et des hommes qui se lavent et qui se lavent aussi. Eh ben voilà, elle y est, on a la coquille. Qui se lève chaque matin, la sécurité de nos emplois, les congés payés, nous ne céderons rien. Emmanuel Macron et son stagiaire, M. Philippe, veulent nous mettre en marche forcée. La France insoumise, son programme issu de milliers de participations citoyennes, ses militantes et ses militants, ses députés, tous, nous répondons à ce coup d'État social en étant ici, aujourd'hui, et nous continuerons. Merci Michel. Veuillez rester, les camarades, restez ici. Hugo Bernalicis, le dernier député à s'exprimer ce soir, vous dira évidemment quelques mots de ce débat extrêmement important. Merci Charlotte, bonsoir à toutes et à tous, ça fait vraiment chaud au cœur de vous voir si nombreux et vous nous manquez dans l'hémicycle, on aimerait bien que vous soyez là sur les tribunes. Ça mettrait un peu l'ambiance parce que des fois c'est pas trop ça quand même dans l'hémicycle. Bon, alors nous on mène la bataille dans l'hémicycle, on est en première ligne et on va la mener ensuite tous ensemble dans la rue, déjà dès aujourd'hui et puis à la rentrée. Et il faut vraiment expliquer tout ce que vous avez entendu ce soir à tous les gens autour de vous. Parce que les ordonnances, le premier réflexe, c'est de se dire, tiens, c'est comme chez le médecin, ça va être bon, quoi. C'est médicament, quoi. C'est plutôt positif. Sauf que je vais vous parler, moi, d'un des alinéas qui est dans l'article 3 sur le travail de nuit. Donc, ils vous expliquent qu'ils veulent mieux encadrer, parce qu'il y a toujours des mots positifs, hein. Renforcer, sécuriser, améliorer, moderniser, mutualiser, enfin, tout ce que vous voulez en fait, pour vous dire qu'ils vont donc modifier la législation sur le travail de nuit. Tout comme ils l'avaient fait sur le travail le dimanche. Vous vous souvenez de cette histoire? Et vous avez vu avec les explications des autres articles de la loi qu'avec cette loi, ils vont pouvoir faire à peu près ce qu'ils veulent sur le travail le dimanche, mais aussi sur le travail de nuit. J'ai un exemple dans ma circonscription, donc qui est Lille et Villeneuve-d'Ascq. Villeneuve-d'Ascq, c'est là où il y a le grand stade, vous savez, le stade de foot. Bon, et ben il y a aussi des supermarchés qui sont là. Et donc il y a le supermarché Cora qui, jusqu'à il y a encore deux mois et demi, n'ouvrait pas le dimanche. C'était un des derniers supermarchés dans le secteur à ne pas ouvrir le dimanche. Et il y a une interview du syndicaliste de l'entreprise dans la boîte, c'est Force ouvrière, là en l'occurrence, localement, et il dit « Mais moi, je suis toujours opposé au travail le dimanche. J'ai pas changé de position. Le problème, c'est que tous les autres magasins, ils sont ouverts autour le dimanche. Clairement, la direction nous a dit, si c'est ça, on va devoir supprimer des emplois, quoi. Sauf qu'au départ, qu'est-ce qu'ils vous vendent? Ils vous vendent du volontariat. Vous savez, ils vous vendent d'arrondir les fins de mois pour ceux qui veulent. Ah non, non, on va obliger personne. Ah, que ceux qui voudront. Et puis finalement,
vous voyez bien comment tout ça tire tout le monde vers le bas. Puisqu'à partir du moment où un s'y met, les autres sont obligés de s'aligner s'ils veulent être compétitifs, comme ils disent. Vous avez vu la logique? Alors là, c'est pour le travail de nuit. Alors je ne vous raconte pas. Donc on va vous expliquer quand commence la nuit et quand termine la nuit. Bon alors, on a une espèce d'idée, d'habitude, avec le soleil, tout ça. Bon, on se rend à peu près compte. Mais là, on va avoir des phrases du style, des phrases macroniennes, jupitériennes, du style le jour, la nuit sont des concepts dépassés. Tout comme la gauche et la droite. Je pense que il y a du bon dans le jour et du bon dans la nuit. Il ne faut pas les opposer. Finalement, le jour, ce n'est que la continuité de la nuit, mais inversement. Alors pourquoi fixer une heure? Vous les voyez là, dans votre entreprise? Vous expliquez que la nuit, ça commence à 1h du matin, et que dans l'entreprise d'à côté, la nuit, ça commence plutôt à 2h du mat. Qu'est-ce qui va se passer selon l'exemple que je viens de vous donner du travail le dimanche? Ben forcément, ils vont s'aligner sur la boîte d'à côté parce que, vu la situation économique, ils trouveront bien l'un des nôtres pour aller trimer, pour aller galérer, pour gagner une paye de misère, pour pouvoir survivre. C'est ça le monde qu'ils nous préparent. Et en plus, on le sait, ils vous expliquent que c'est pour le bien des travailleurs, sécuriser les parcours professionnels, bla 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 bla. Et à la fin, on se rend compte de quoi? Il y a des études sérieuses qui ont été menées sur le travail de nuit. Et ils ont montré que il y avait une corrélation avec l'augmentation des maladies cardiovasculaires. Et des cancers aussi, et plus précisément pour les femmes, pour l'étude que j'ai en tête. Vous voyez la perversité de leur système quand on leur dit qu'ils vont détruire nos vies. C'est bien de ça dont il s'agit. Et c'est pour ça que nous, on se mobilise dans l'hémicycle et qu'on se mobilisera tous ensemble dans la rue. Ils nous bouffent nos vies. Et c'est mon camarade François Ruffin qui nous a donné l'exemple tout à l'heure dans l'hémicycle de l'entreprise Dunlop, qui est passée avec un accord d'entreprise, vous savez, voilà, ils sont passés au 4-8. Conséquence, augmentation du nombre de suicides, augmentation très forte du nombre de divorces et finalement des difficultés de tous les travailleurs. Parce que le travail de nuit, c'est ça. C'est qu'à la maison, ben, vous vous croisez, quoi. Vous vivez plus vraiment ensemble. Et à la fin, ça finit par craquer. C'est pas une vie. C'est pas une vie, ça. Et donc, c'est contre ça qu'on veut se battre. Alors nous, on oppose quoi à ça? Déjà, on fait des amendements. On dit, bah voilà, pour nous, la nuit, ça commence à 8h du soir et ça se termine à 8h du matin. Bon, on a vu large. Mais pourquoi pas? Quitte à trouver une heure, autant que ce soit en notre faveur, non? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on verra tout à l'heure. Je pense que ça va passer tout à l'heure dans l'hémicycle. À mon avis, vous votez contre, mais ça vous fera un argument. Parce que l'objectif, au fond, c'est de se réapproprier ce temps qu'on nous vole. Ce temps qu'on ne passe pas ensemble, que ce soit le dimanche, ou là, en l'occurrence, la nuit, puisque ça nous impose à dormir le jour. À ne pas voir nos enfants, à ne pas voir nos amis. Et c'est pour ça que dans l'avenir en commun, on se bat pour avoir une application réelle des 35 heures, dans un premier temps, et puis pour tendre à une diminution du temps de travail. Parce que à quoi bon passer son temps à le gagner? Ça ne sert à rien. Ce n'est pas un mode de vie. Et pour faire quoi la journée quand on a fini de dormir? Pour aller dépenser son argent où? Dans le supermarché? C'est ça le mode de vie qu'on veut tous? Travail, obéit, consomme. Voilà, c'est ça, quoi. C'est ça le triptyque d'Emmanuel Macron. Et donc, je vous invite à résister. Parce que c'est ça dont on a besoin pour cet été et pour la rentrée sociale. Résister. C'est ça qu'il nous faut. Allez, résistance! 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 Résistance!
Résistance! Bravo, merci beaucoup Hugo. Bon, vous avez compris que la démonstration qu'on vient de faire aujourd'hui, c'était nous avons fait un exercice de représentation. Voilà, c'est ça la représentation politique. C'est ça le lien qui existe entre les représentés, les représentants, et nous en avons fait une démonstration concrète. Et donc, maintenant, on va passer, évidemment qu'on reviendra. Et évidemment que vous reviendrez. On va passer évidemment aux travaux pratiques, concrets, de l'implication populaire. C'est pour ça qu'on a plein de rendez-vous qui ont lieu et qui auront lieu pendant que nos députés, eux, seront en débat parlementaire. Eh bien, nous serons dans les cités, dans les quartiers, pour animer ces caravanes insoumises et qui vont expliquer ce qui sera débattu à l'Assemblée nationale pour que rien ne passe sous les radars de notre contrôle qui s'appelle le contrôle populaire. Alors, je vous ai dit qu'il n'y avait plus de tracts, ici, mais nous en avons encore au siège. C'est pourquoi nous vous invitons jusqu'à la fermeture estivale du siège, au 43 rue de Dunkerque, qui se trouve juste un petit peu plus haut, à côté de la gare du Nord. Vous pouvez jusqu'au 21 juillet aller récupérer les tracts qui vont vous servir à aller expliquer et réexpliquer tous les arguments que nous avons entendus dans la bouche de nos députés ce soir. Et donc, vous êtes bienvenus pour aller au premier étage du 43 rue de Dunkerque pour aller récupérer les tracts restants. Nous avons également quelques rendez-vous. Il va y avoir Marseille. Marseille, ce sont des estivales, des rencontres d'été qui vont se tenir du 24 au 27 août. Et vous êtes, si vous le pouvez, bienvenus jusqu'à Marseille pour réfléchir, pour se former, pour encore comprendre et recomprendre sur plein de sujets, l'état d'urgence, le code du travail, mais également aussi les relations internationales, etc. Tout ce qui nous concerne. Voilà, donc vous êtes bienvenus pour cela. Il y aura des rediffusions de toute façon, des transmissions de connaissances. Et enfin, et c'est le dernier rendez-vous que je fixe avec vous, 12 septembre. N'oubliez pas cette date, la rentrée sera chaude. Voilà. Donc merci à tous et résistance évidemment. Au revoir, à bientôt.